m'appelle Jacqueline Salard, je suis responsable des contenus et des conférences sur le Data Intelligence Forum et sur le management de l'information stratégique. J'ai la chance donc d'accueillir aujourd'hui des personnalités qui vont nous parler du thème que nous avons choisi et qui a été choisi. Je vais tout de suite me permettre de passer la parole à Claude Monimiton, après avoir fait un petit tour de table, donc qui a été construit, choisi, travaillé par un comité stratégique qui a été présidé par Claude. Donc Claude, je vais juste faire une présentation pour que vous arriviez à situer les personnes qui sont ici présentes. Donc tout au bout de la tribune, Claude Monimiton, donc, qui nous a rejoint sur ce comité stratégique et qui est président de l'USF. Il vous dira plus précisément ce que ça recouvre. Maître Yves Bismuth, qui est d'abord lyonnais et très récemment très parisien. Donc, qui est créateur et fondateur d'un cabinet qui est éponyme, cabinet Bismuth. Alors, monsieur Denis Berthaud, qui a la gentillesse de nous avoir rejoints. Théoriquement, c'était Laure Lucchesi d'Etalab qui devait être là, mais elle a été convoquée à l'Élysée. J'espère que tout se passe bien à l'Élysée également. Et qui est responsable des contenus en ligne dans une société historiquement très importante qui est LexisNexis, et également qui pilote un groupe de travail sur les données publiques, l'open data public, au GF2I, Groupement français des industries de l'information. Alain Juillet, à ses côtés, dont la réputation précède toutes les activités et que je connais plus particulièrement en tant que président de l'Académie d'intelligence économique. Cédric Rosemont, qui nous accompagne pendant ces 2 jours, qui est directeur innovation d'une société qui s'appelle Consorente. Et l'innovation a été le fil rouge de ces 2 journées sur le Data Intelligence Forum. Et Cédric nous accompagne sur ces 2 jours. Denis Oblin, donc, qui est cofondateur et associé d'une société qui s'appelle Memorandum et qui, lui, est plus particulièrement spécialisé en particulier sur cette intervention dans le domaine des mises en place de stratégies digitales par les organisations, les administrations, les entreprises. Voilà. Donc, Claude, je vais peut-être te laisser la parole en premier temps. Bonjour, je pense qu'il faut mettre le micro très proche s'il y a beaucoup de bruit. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être courageux, d'être revenu après ce petit intermède. Oui, très brièvement, donc moi je suis président de l'USF, qui est l'association française des utilisateurs SAP. On représente 3000 membres, donc entreprises, administrations. Et SAP étant au cœur de systèmes d'information de beaucoup d'entreprises. On a plus de 75% du CAC 40, par exemple, qui est membre de l'USF. Le sujet de la valeur de la donnée est vraiment au centre de nos préoccupations. D'ailleurs, c'est le fil rouge de cette année, de l'association. Et c'est vrai que dans le comité scientifique, on a décidé de se concentrer sur, vous savez, il y a les 3V, les 4V, même les 5V qui définissent le big data. Je ne sais pas encore ce que sera le 6e, mais on en rajoute. Mais au-delà de toutes ces définitions, on voit très clairement que le sujet de la valeur de la donnée est au cœur aujourd'hui, est au cœur de tous nos projets. Beaucoup disent que la donnée est le pétrole du XXIe siècle. On ne sait plus trop qui l'a dit, mais je crois que c'est le président de Bing au départ qui a dit le premier, mais peu importe, tout le monde a repris. C'est vraiment le sujet, donc on va parler aussi de cette valeur avec différents axes. Voilà. Alors je vous donne un petit peu la logique de notre table ronde. Alors comme la baseline, c'est la valeur d'usage de la data, ouvrir le champ des possibles, on a d'abord avec Claude pensé qu'avant de parler des possibles, il était nécessaire de parler de ce qui étaient les conditions nécessaires et les prérequis en matière de data intelligence, au niveau de l'éthique, au niveau de la responsabilité, du droit et de la sécurité. Donc c'est ce qui nous a amené à solliciter Alain Juillet sur le thème de la souveraineté numérique et Maître Bismuth sur le droit
alors soit de l'humain, soit des objets connectés. Donc maintenant, la partie est ouverte et on ne sait pas très bien comment l'humain la gagnera. Mais en tout cas, on va essayer de poser les sujets. Ensuite, on essaiera donc d'examiner deux dimensions des conditions de réalisation avec Denis Berthaud sur un état de l'art, un état des lieux de l'open data pour savoir ce que fait l'État et ce qu'il pourrait faire peut-être mieux dans ce domaine-là d'ouverture des données. Et Cédric Rosemont sur tout ce qui est aujourd'hui, comment l'innovation pilotée par la data va devenir un levier de croissance, est en train de devenir un levier de croissance dans les entreprises. La troisième partie, ce sera à Denis Oblin de faire en tout cas une sorte de synthèse fort concrète et pragmatique en se disant, étant donné l'état de l'art et des lieux, comment une entreprise, une organisation va-t-elle s'emparer de ces différentes dimensions pour réussir son projet de management de la data et réussir donc concrètement avec efficience ces projets. Donc ouverture du débat avec Alain Juillet. Merci, Monsieur Juillet. Vous aviez accepté il y a 2 ans déjà de venir nous rejoindre pour parler du même sujet, à savoir la souveraineté numérique qui ne fait que devenir de plus en plus essentielle. Donc, je vais vous demander, si vous voulez bien, de nous expliquer un petit peu si ça existe, ce que ça représente, quels sont les enjeux de puissance entre les États ou les grandes entreprises. Bonjour à tous. On en est là? Oui, c'est bon. Bon, bonjour à tous. Alors quand on parle de souveraineté numérique, je crois qu'il faut d'abord effectivement expliquer ce que c'est que la souveraineté. La souveraineté, c'est pour un État, comme pour une entreprise, comme pour un individu, d'avoir le contrôle, enfin de notre point de vue à nous, d'avoir le contrôle absolu de ce qu'il fait sur une partie donnée. Donc la souveraineté numérique, ça, théoriquement, ça doit vous garantir que dans toute une filière numérique, allant depuis l'émetteur jusqu'au récepteur, en passant par les flux, le stockage de données et les flux et le stockage de données, vous avez dans toute cette partie-là, eh bien vous êtes sûr que vous contrôlez la situation et que c'est vous et non pas un autre qui est souverain, c'est-à-dire qui est le propriétaire. Bon, dans la réalité numérique, on s'aperçoit que ce n'est pas du tout le cas. Aujourd'hui, d'une part, vous avez des sociétés, vous avez des pays qui ont pris une importance considérable et qui trustent en définitive certaines parties de la chaîne. Donc à partir de ce moment-là, sur ces parties de la chaîne qui sont contrôlées par eux, vous n'avez plus de souveraineté numérique. Bon, ça c'est un premier point. Il y en a d'autres qui, à partir de là, ont considéré que puisqu'ils ne pouvaient pas avoir la souveraineté numérique, il fallait changer de système et en faire un autre. C'est ce qu'on voit, par exemple, quand on voit les Chinois qui montent des copies de Facebook, d'Internet, ou de Google, pour justement éviter d'avoir un système qui est contrôlé par les Américains. Bon, alors nous, notre problème, je dirais au niveau de la France, en ce qui concerne la souveraineté, c'est qu'il faut être réaliste. Nous ne pouvons pas avoir la souveraineté sur l'ensemble. Ce n'est même pas vrai pour la partie militaire. Puisque un certain nombre d'outils qui sont utilisés, ou de moyens ou de méthodes utilisées, ont été déposés ou sont contrôlés par d'autres. Le premier problème sur l'Internet, par exemple, ça commence par le contrôle des domaines. Qui attribue le nom de domaine et qui peut les contrôler? Et déjà, vous vous rendez compte que sur la souveraineté, ça en prend un vieux coup quand on sait que les domaines, et c'est une bataille internationale, les noms de domaines sont pour le moment contrôlés par un institut qui est aux États-Unis. Même si les Européens demandent que ça soit transféré en Europe pour ce qui les concerne. Quand on prend les stockages de données, par exemple, les fameux serveurs ou autres, il est évident que le cloud aujourd'hui permet à des opérateurs de cloud de stocker des données dans le pays du monde qui leur paraît le plus intéressant, et vous n'avez à ce moment-là plus aucune garantie que les données que vous allez mettre dans le cloud ne seront pas
détournés, vendus ou regardés par d'autres. Je vous rappelle que, par exemple, la loi américaine, le Patriot Act américain, permet d'aller regarder pour les services de renseignement, au nom de la suspicion d'activité terroriste ou de corruption financière, alors ça veut tout dire, eh bien, au nom de ça, on peut aller regarder tout ce qui existe concernant des activités, des informations sur des étrangers, des sociétés étrangères ou des activités étrangères. Donc à partir de ce moment-là, on voit bien qu'un cloud, par exemple, qui est aux États-Unis, ben, évidemment, il y a un risque. Vous n'avez plus de souveraineté sur ce cloud. Si on prend le problème des flux, les flux passent par des circuits, des circuits informatiques, des satellites et un certain nombre de choses. Ben là encore, est-ce que vous avez véritablement le contrôle? Est-ce qu'il n'y a pas de détournement en cours de route pour une raison ou pour une autre? Donc on voit bien que, en définitive, la souveraineté numérique, elle ne peut être possédée que pour des domaines très précis et par certains acteurs qui ont les moyens d'imposer cette technologie ou de garantir cette technologie. Et quand on voit, par exemple, ce qui s'est passé avec les interceptions par des groupes de hackers au niveau de la défense américaine, quand on voit les fuites qu'il y a pu y avoir également par d'autres voies, eh bien, on s'aperçoit qu'en définitive, même les meilleurs, même les plus forts, ont aujourd'hui des failles dans leur souveraineté. Alors, si les choses ne sont pas parfaites, est-ce qu'elles s'améliorent? En tout cas, si on prend un point de vue français. Alors, sur les Français, on essaye comme on peut, on essaie de garantir un certain nombre de choses, à la fois par nos lois, oui, mais qui normalement sont censées nous protéger, mais également par des mesures de sécurité. Oui. Alors, pour identifier effectivement les risques et le signaler aux opérateurs, le signaler à tous ceux qui utilisent ces moyens numériques en leur disant « attention, oui, dans ce domaine-là, il y a un risque ». C'est le rôle de l'ANSSI, comme vous savez. C'est le rôle de l'ANSSI en particulier, mais c'est également le rôle d'autres services de l'État qui s'intéressent à ça et qui surveillent. Et dans le domaine militaire, nous avons maintenant une nouvelle arme, comme on dit, c'est le cyberespace, voilà, dans lequel il y a une espèce de cybercommande à la française, et où on cherche alors là des solutions qui permettent de nous protéger réellement par rapport aux autres, pour éviter que lorsqu'on fait quelque chose, eh bien, le voisin puisse être au courant immédiatement. Ce qui n'est pas toujours facile. Mais ça se construit. Ben, ça se construit, oui, parce que nous avons paradoxalement... La France est un des meilleurs pays du monde au niveau des start-up dans ce qui concerne le numérique et les systèmes d'information. Ouais. Si vous regardez le plus grand salon mondial des nouvelles technologies, ça se passe à Las Vegas, pour le numérique. Ouais. Or, au dernier congrès de Las Vegas, dernière convention de Las Vegas, les Français ont trusté les premières places. Absolument. Les start-up françaises ont été considérées comme les meilleures et les plus performantes. Donc ça veut dire que nous sommes capables de faire un certain nombre de mesures efficaces, de sortir des produits efficaces dans certains domaines. Nous avons d'autre part une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que aujourd'hui, tout ce qui est cyberespace dépend de plus en plus d'algorithmes mathématiques. Tout à fait. C'est ça une des grandes révolutions de ces dernières années. Or, l'algorithme mathématique, les meilleurs actuellement au monde, ce n'est pas de notre faute, c'est comme ça, ce sont les Français. Oui. Et comment on le sait, c'est par la délivrance chaque année de ce qu'on appelle la médaille Fields, qui est le prix en mathématiques, l'équivalent du Nobel. Or, si vous regardez, les Français, depuis plusieurs années, trustent les médailles Fields. Ça veut dire que sur le plan mathématique, qui est une des clés du numérique moderne, on est en avance par rapport aux autres. Donc on a des espoirs dans certains domaines de se protéger. On a des atouts en innovation, on a des atouts en savoir-faire, en mathématiques, en créativité. On a une prise de conscience quand même et une éducation, une pédagogie qui passe. Est-ce qu'on va toutes les chances de bien finir la course, ou est-ce que, justement, au dernier moment, on risque de, un petit peu comme ça a été souvent le cas, en particulier dans le monde industriel, se faire... Est-ce qu'on a appris de nos erreurs? Il faut forcément apprendre de nos erreurs. D'abord, les Français n'aiment pas beaucoup reconnaître qu'ils font des erreurs. Bon, c'est plus difficile. Ceci dit, pour répondre ça très sérieusement, on a des capacités, mais pour pouvoir mettre en œuvre ces capacités, il faut une volonté.
une volonté qui ne peut pas être la volonté d'un individu, même d'une société. Il faut que ce soit une volonté politique. Et cette volonté politique, en plus, elle ne peut pas être que française, elle doit être européenne. Puisqu'aujourd'hui, on voit bien que dans l'évolution actuelle de la sécurité, du numérique, eh bien, le problème se pose au niveau européen. Or, il y a des différences énormes entre les pays en Europe. Et donc, on a beaucoup de mal à imposer des systèmes, en particulier, qui nous permettraient d'avoir une certaine souveraineté numérique au niveau européen. Et nous n'y arrivons pas parce que un certain nombre de pays, pour des raisons diverses, ne veulent pas nous suivre. Regardez l'histoire du PNR. Pour la sécurité, on a besoin d'avoir les listes des voyageurs qui quittent et qui rentrent en Europe, parce qu'on a vu ce qui se passe si on n'arrive pas à le contrôler. Bon, eh bien, une partie des grands pays du nord de l'Europe ne veulent pas en entendre parler. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont jamais eu d'attentat chez eux. Et qu'ils considèrent donc que ce n'est pas sérieux et qu'il y a des choses plus importantes. Mais nous, pendant ce temps-là, le risque continue chez nous. Donc, c'est toute la difficulté aujourd'hui, c'est de créer une convergence entre les pays pour que sur le domaine du numérique, qui est le domaine qui nous réunit aujourd'hui, eh bien, il y a une volonté générale pour dire qu'il faut qu'on fasse un certain nombre de choses. Je reprends l'exemple, tout à l'heure, vous me posiez la question sur les outils. Bon, eh bien, on a vu les Chinois créer des outils comme, par exemple, des moteurs de recherche. Bon, les Américains ont développé des moteurs de recherche. Les Français, on avait une capacité pour le faire. On a proposé à l'Europe en 2001, au Portugal, on a proposé de faire, à Lisbonne, on a proposé de faire un moteur de recherche européen. Actuellement, il existe, il s'appelle Quant. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent et qui utilisent Quant? Or, Quant est sûr par rapport au modèle américain. Voilà. Il y en a eu d'autres qui venaient du privé, comme Exalid. Mais il y avait Exalid avant. Bien le sujet, et celui qui avait fait Exalid était celui qui avait fait aux États-Unis. Il y avait même eu le moteur Voilà avant, le meilleur moteur américain. Qui venait de France Télécom. Donc, voilà. Donc je reviens sur la même chose. On est très bon, mais on ne sait pas transformer l'essai. C'est le problème de la France au niveau européen. Alors, on voudrait pas plomber l'ambiance générale, parce qu'on est sur un salon technologique. On est tous tous enthousiasme technologique. J'en suis un, et je le reconnais. Et évidemment, le numérique est un gisement d'opportunités de business et d'opportunités de développement, évidemment. Néanmoins, il faut aussi se poser les vraies questions sur les risques et pour mieux les maîtriser. Alors, un autre type de risque, avec Yves Bismuth qui est à côté de moi, donc juste un petit mot sur Yves. Yves, avocat, président de l'ADIRA, Association pour le développement de l'informatique en région Auvergne-Rhône-Alpes. On l'appelle toujours Auvergne-Rhône-Alpes, il n'y a pas encore de nouveau nom. Bon, donc ça va, je ne me suis pas trompé. Je me méfie parce que les choses changent. Donc, à signaler, et je vous en félicite, que votre cabinet vient d'être classé... je crois pour sa première participation au niveau national, 3e cabinet français dans le monde du droit, dans la catégorie technologie de l'information, médias et télécommunications, si je ne dis pas de bêtises. Ce n'est d'ailleurs que fort juste, puisque vous êtes l'un des deux pères, si je puis me permettre, l'un des deux initiateurs du droit informatique en France. Donc c'est une reconnaissance fort juste. Et alors, pour revenir sur notre sujet, quelles sont pour vous, notamment sur les libertés individuelles? C'est compliqué aujourd'hui. On est dans un environnement avec des vrais problèmes de sécurité, on le sait bien, donc cette dualité. Plus globalement, quelles sont les menaces que pourrait faire peser le numérique sur nos libertés individuelles, compte tenu au plus de notre environnement contraignant par les temps qui courent? Où est-ce qu'on en est concrètement? Merci. Bonjour d'abord. Monsieur Juillet vient de parler de la souveraineté sur le numérique, pris en sens étatique. Et moi, je vais essayer de vous parler, est-ce que l'homme a une souveraineté sur le numérique? Donc, pris en sens individuel. La difficulté que nous avons, et j'ai un peu le rôle du mouton noir, entre guillemets, dans cette conférence, la difficulté que nous avons, bien évidemment, c'est que nous savons que nous sommes esclaves du numérique. La différence fondamentale, c'est qu'avant, les esclaves n'étaient pas consentants et maintenant, nous le sommes. C'est-à-dire nous sommes dans une servitude volontaire. Nous ne pouvons plus nous passer du numérique. Nous avons considéré que le numérique fait partie de notre quotidien et nous avons pris la position d'échanger une partie de nos libertés contre un peu plus de technologie. Je m'explique. Quand on vous demande sur n'importe quelle utilisation de vous géolocaliser, si vous répondez non, vous n'avez bien évidemment plus la possibilité d'utiliser ce que l'on vous offre.
Si vous répondez oui, vous attentez à votre liberté d'aller et de venir. Et petit à petit, comme cela, sans qu'on s'en rende compte, par une érosion des libertés publiques, nous avons quelques petits renoncements aux libertés. C'est ce que j'appelle les renoncements aux libertés. L'homme ne s'en rend pas compte, il pense que c'est nécessaire, et surtout quand on le voit je le vois avec mes étudiants, ils estiment qu'il est tout à fait normal qu'il y ait une érosion des libertés pour avoir un peu plus de technologie. Si nous ne réfléchissons pas sur cela, et si nous n'avons pas des lois, et heureusement, la première loi en France est intitulée « Informatique et liberté ». Je vous rappelle qu'on était en 1978. Si nous n'avons pas cette réflexion sur ces petits renoncements de la liberté, nous verrons un jour des difficultés naître que nous ne nous soupçonnons pas à l'heure actuelle, car la liberté n'existe que quand on voit qu'on ne peut pas s'en servir. Quand on est dans la liberté permanente, on a une espèce d'acceptation. On a un terme, c'est un philosophe qui s'appelle Michel Beignet, qui a dit « Nous sommes entrés dans un post-humanisme », c'est-à-dire nous avons une fatigue de liberté. Nous acceptons, bien évidemment, je voyais tout à l'heure dans les travées qu'il y avait des propositions pour les photos d'identité. Nous acceptons maintenant de ne plus sourire sur nos photos d'identité car ceci ne passe plus dans l'ordinateur et donc on est obligé de faire la gueule, excusez-moi cette expression, parce que c'est indispensable maintenant pour le numérique. Alors on voit que ce post-humanisme, en quelque sorte, cette espèce de fatigue de liberté est en train de nous gagner par rapport à tout cela. Et puis j'ajouterai deux choses simples. On a le temps. Donc, vous inquiétez pas. J'ajouterai deux choses simples. On va vous laisser cette liberté-là. On va me laisser la liberté d'intervenir. Il reste encore la liberté du temps. C'est ça qui est toujours remarqué. Non, mais deux choses simples. La collection est devenue notre nouvelle passion. Le stockage, c'est notre adage. Et l'exhibition, c'est devenu une addiction. Voilà quelles sont à l'heure actuelle les conséquences du numérique. Et c'est tout à fait intéressant de voir que pour chacun de ces problèmes-là, nous sommes obligés à un moment donné de légiférer. Le mot est lâché, de légiférer. Pourquoi légiférer ? Bien, vous ne vous étonnez plus à l'heure actuelle de porter une ceinture de sécurité. Pourtant, c'est attentatoire à votre liberté. Il y a eu au début des mouvements contre la ceinture de sécurité parce qu'elle était attentatoire aux libertés. Eh bien, on s'aperçoit maintenant, peut-être que sur le numérique, il faut envisager des lois qui protègent l'individu contre lui-même. Vous ne vous étonnez pas non plus, bien évidemment, que vous ne puissiez pas vendre votre œil, ou que vous ne puissiez pas vendre votre main, ou que vous ne puissiez pas vendre votre rein. Parce que, bien évidemment, on a accepté par des lois sur la bioéthique qu'il était indispensable que l'homme ne puisse pas faire commerce de son corps. Par contre, nous acceptons très volontairement d'être mutilés de nos données. Nous acceptons très volontairement d'être mutilés de notre liberté. Nous acceptons très volontairement d'être mutilés de notre vie privée. Voilà la réflexion que l'on peut avoir par rapport à ces réflexions sur la souveraineté du numérique. Alors, Yves, ça me fait penser à d'autres sujets. On ne va pas dériver sur le transhumanisme, qui est un autre sujet, mais je voudrais revenir à une chose un peu plus concrète. Dans la révolution numérique, il y a une lame de fond qui est en train d'arriver très clairement, enfin qui est déjà là, qui sont les objets connectés, si ce n'est que le volume va être multiplié par 1000, 10 000, 1 million, parce qu'on parle de milliards d'objets connectés et de centaines d'objets connectés par foyer aisé dans nos pays d'ici quelques années. Est-ce que ça ne crée pas en plus un nouveau sujet sur le droit, on en avait discuté, sur le droit à la déconnexion? On va arriver, on va être connecté de partout par nos objets, ce qui nous suivront, y compris dans notre propre domicile. Est-ce qu'il n'y a pas un droit de la déconnexion, voire un droit des objets connectés qui est à créer aussi? Est-ce qu'il y a des réflexions sur ce sujet-là? Alors, je voudrais donner deux réflexions simples. Première réflexion, il y a un prix Nobel d'économie qui s'appelle Amartya Sen, qui était le prix Nobel de 1998, un Indien, qui a introduit la notion de capacité. Qu'est-ce que c'est que cette notion de capacité? Cette notion de capacité, c'est la possibilité non seulement de détenir un bien, mais aussi de juger de la liberté de s'en servir. Et donc, c'est une notion devenue essentielle en économie. On ne juge plus simplement sur la possession, on juge sur la possibilité d'utiliser. Et quand on est sur les objets connectés, on est exactement là-dedans. Pourquoi? Parce que ça me fait penser un peu aussi à une histoire extraordinaire d'Edgar Poe.
L'histoire extraordinaire d'Edgar Poe, qui est un prisonnier que l'on rattrape systématiquement tous les jours un peu plus loin quand on lui ouvre la porte de sa geôle, et toujours il a la croyance qu'il va s'évader. Le numérique, c'est la même chose. Nous sommes prisonniers du numérique et tous les jours, nous avons la sensation qu'éventuellement, nous allons pouvoir nous en évader. Et les objets connectés, la technologie vient nous rappeler, par l'intermédiaire de cet environnement, que cet environnement numérique est un environnement, permettez-moi l'expression, un peu carcéral. Car essayez de vous en échapper, essayez en sortant, très simplement, de dire « je vais vivre en ascèse numérique ». Voilà. Essayez d'être en ascèse numérique, essayez de dire « je ne vais plus utiliser le numérique, c'est terminé ». Vous verrez que vous ne pourrez pas. Donc cet univers carcéral, ces objets connectés, sont un environnement, bien évidemment, de connexion. Je disais, la connexion est notre nouvelle passion, mais aussi une forme d'acceptation de renoncement à certaines libertés. Je vous donnerai 2 exemples simples aussi pour que vous compreniez. Je suis allé il n'y a pas longtemps à une exposition d'une grande société qui est dans l'électricité et qui me montrait avec plaisir tout ce qui était la domotique. Et tout ce qui était bien évidemment la connexion, la possibilité de savoir si on utilisait ou non l'électricité. Et je lui ai posé une question très simple, je lui ai dit, est-ce que vous pouvez savoir les jours exacts de consommation, savoir si on utilise ou non l'électricité? On m'a dit, oui, bien sûr, c'est fabuleux. J'ai dit, écoutez, à partir de ce moment-là, si vous regardez la consommation électrique nulle dans les foyers qui ne l'utilisent pas, vous saurez très bien que ce sont des juifs religieux. Donc par cet intermédiaire-là de la connexion, vous avez à partir de ce moment-là une réflexion à avoir sur ce qu'est obligatoirement le principe de liberté. Tout cela est un environnement dans lequel nous baignons, dans lequel nous évoluons très tranquillement et on ne mesure pas à l'heure actuelle les difficultés. Alors, pour terminer aussi, il y a bien sûr des directives européennes, il y a bien sûr une loi informatique et liberté, il y a bien sûr la loi Macron, il y a bien sûr des tas d'éléments qui nous permettent éventuellement de légiférer pour s'auto-protéger. Je dis simplement, il faut rentrer dans un phénomène de vigilance, puisqu'on était dans la vigilance tout à l'heure, il faut rentrer dans un domaine de vigilance par rapport aux libertés. Moi, plutôt que de regarder la connexion de manière neutre, je dis essayons d'avoir une forme de jouissance paisible de l'Internet, une jouissance paisible du numérique. Voilà, je crois, ce à quoi aspirent les gens, plutôt que d'avoir la sensation d'être en permanence surveillé ou autre. Merci. J'en profite pour préciser qu'on va bien sûr garder une partie importante de questions-réponses. C'est pas Jacqueline et moi qui allons travailler, c'est vous surtout qui allez poser des questions. Donc je suis certain qu'on reviendra, qu'il y aura des questions pour vous mettre aussi pour revenir sur ces sujets majeurs. Je voudrais juste peut-être revenir sur un tout petit peu plus terre sur le sujet de la donnée, un mouvement important qui est l'open data, qui d'ailleurs est dans une logique d'ouverture justement de ces données, et notamment l'open data public. Denis Berthaud, un mot d'abord, donc vous êtes ici notamment en tant que directeur du développement des contenus en ligne et animateur surtout du groupe de travail données publiques au GF2I, si je ne dis pas de bêtises. Rapidement, un état des lieux, des ambitions, où on en est où l'open data public aujourd'hui? Bonjour à tous, merci. Je vais essayer de répondre rapidement. Comme la CNIL, l'open data en France, ça date de 1978. Avec la loi accès aux documents administratifs. Il y a eu beaucoup d'évolutions via les directives européennes. Et pour ceux qui s'intéressent au droit, en ce moment, aujourd'hui même, au Sénat, se tient la loi sur le numérique, dont la première partie concerne l'ouverture des données publiques. Donc c'est un sujet d'actualité, c'est un sujet assez compliqué, sur lequel l'État a évidemment la main. Moi qui travaille sur les données publiques, au début juridiques, mais pas que, et d'apporter de la valeur pour que des données parfois gratuites puissent, dans un autre environnement, devenir payantes. Quelle valeur leur ajouter, puisque c'est l'objet de notre réunion. Je pourrais vous en parler longuement, mais on n'a pas trop le temps. Mais sur cette valeur ajoutée, il y a des enjeux, et il y a des gros enjeux sur la data. Et il faut savoir que l'administration se lance dans l'open data de façon, comment dire, pas très simple. Pourquoi? Bon, l'open data, c'est un côté très sympathique. C'est lancé par Obama dans les années 2008, 2007-2008. Le concept, c'est l'administration doit rendre des comptes, l'administration doit être transparente, l'administration doit fournir les informations qu'elle utilise. Bon.
Aux États-Unis, ça se comprend vu l'organisation complexe de la politique. Et dans certains pays, justement, cette organisation complexe freine beaucoup le développement de l'open data. Le meilleur exemple, c'est l'Allemagne. Il ne se passe rien l'open data au niveau allemand parce que les landers verrouillent le sujet, enfin verrouillent. Chaque lander a sa capacité. En France, notre système napoléonien fait qu'on peut faire un certain nombre de choses et pourtant ça se bloque. Alors que fait-on ? Bon, on a beaucoup de textes juridiques, j'ai pas le temps de passer dessus, donc si vous voulez avoir un aperçu, vous allez sur mon profil LinkedIn, j'ai écrit pas mal et quelques articles expliquent un certain nombre de choses sur un certain type de données, parce qu'il y a des données, l'administration détient des données dans tous les domaines, transport, santé, droit, information sur les entreprises, brevets. On a des chiffres un peu sur ce que ça représente aujourd'hui, les volumes de données sur les données que produisent l'administration, ouais. Non, mais en tout cas sur l'open data, c'est celles qui sont mises... Non, les seules données qu'on a eues à une époque, 4-5 ans, c'est quand on a voulu chiffrer les gains, enfin, qu'est-ce qu'on allait gagner avec l'open data au niveau européen. Et c'était en milliards de dollars, ou d'euros, pardon. On parlait de 40 milliards d'euros. Il y a un rapport très sérieux de l'OCDE sur le sujet. Et évidemment, il y a un côté économique qu'on pourrait faire à l'administration, et d'un autre côté, ce que pourraient faire soit les citoyens, soit les startups, soit les entreprises à partir des données réutilisées. Pour l'instant, on en est très loin. C'est un phénomène qui se met beaucoup plus lentement en place. Il y a des contrastes forts entre les données au niveau national et les données au niveau local. On ne peut pas faire la même chose de la même façon. Se posent beaucoup de choses au niveau des formats des données. Et c'est un peu quand vous dites on en est loin sur... le niveau de données publiées, ou on en est loin sur la réutilisation, parce que c'est pas tout de les mettre. Le vrai sujet, c'est pour en faire quoi et pour quelle réutilisation. C'est ça le vrai sujet. Et il semble que les baromètres qui sont sur le sujet soient beaucoup moins positifs. Je sais pas comment l'OCDE avait chiffré ses gains, mais je pense qu'on en est très loin. Oui, je manque de temps pour développer tous ces sujets. Disons qu'on est loin. Pour l'instant, le gouvernement a fait ce qui était le plus simple et on ne peut pas lui en vouloir. Il a mis à disposition gratuite des données qui étaient payantes. Style les données de l'INPI, c'est les données de l'INSEE bientôt en 2017, les données de la DILA, donc la Direction des journaux officiels, les données de l'IGN, l'Institut géographique national. Donc ça, c'est la partie facile. Maintenant, on attaque la partie compliquée, c'est-à-dire faire sortir des données qui n'ont pas été conçues pour sortir, mais bien au contraire pour rester. Avec une administration qui n'est pas chaude du tout. Et on peut la comprendre pour faire sortir ces données. Et des données bourrées de données personnelles, bien entendu. Et là se pose un autre problème que pour l'instant, je crois, on est un peu dans le déni en France sur ce sujet-là, c'est que ça coûte énormément de sortir des données et de les sortir à des flux réguliers dans des formats stables. Et le qui va payer n'est pas encore bien posé. Et on est en retard aussi sur la réutilisation, c'est-à-dire qu'il faut que l'administration elle-même s'approprie la réutilisation de ces données. On est dans un paradoxe magnifique, c'est-à-dire que quand, prenons un exemple simple, une ville ou une région met en open data un certain nombre de ces données, c'est toujours la ville ou la région elle-même qui est la principale utilisatrice, parce que ça lui permet de se décloisonner en interne. Donc, en fait, ce n'est pas de l'open data, c'est de l'open data administratif. Mais c'est normal, ça s'apprend. Je veux dire, le processus va être long. Le bon point, c'est qu'on s'organise. Au niveau administratif, on a réuni, pour ceux qui connaissent un peu le débat, un site qui s'appelle Etalab, qui est à la fois une mission d'organisation et à la fois un site informatique sur lequel sont stockées les données produites par un certain nombre d'administrations. On a regroupé aussi un autre organisme qu'on appelle le Secrétariat général de la modernisation de l'action publique, dont la partie innovation a été regroupée à la direction interministérielle des services d'information et de communication de l'État. Voilà. Alors vous allez me dire, tout ça, c'est pas très fun. C'est pas très fun, mais en France, c'est comme ça que ça commence aussi. Bon, il y a un grand acteur qui peut aider. Il y a deux acteurs qui peuvent aider ou pas aider. Un, c'est Bercy, oui, parce qu'il a les clés du camion, si je puis dire. Ah ouais. Et le deuxième, c'est les ministères. Et les ministères ont besoin de produire des normes. Et pour produire des normes, il faut comprendre ce qu'on veut faire, à quoi ça va servir, comment on va les réutiliser. Et là, on en est vraiment encore assez loin. C'est effectivement le constat. Non, mais c'est vrai, quand les startups bouillonnent et attendent avec impatience que toute leur imagination, leurs mathématiques, leurs algorithmes puissent s'exercer à plein sur des données auxquelles elles n'ont pas encore accès. On les entend.
Mais je sais qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. On les entend, bien sûr. Il y a de la patience, il y a eu une promesse, Ouais. et maintenant on se dit, alors, quand est-ce qu'on y va? Alors c'est compliqué. Moi j'appartiens à un pôle de compétitivité qui s'appelle Cap Digital, dans lequel je vois passer des projets d'innovation numérique qui tournent autour de la data et qui sont établis, c'est-à-dire toute une valeur ajoutée qui est créée autour, toute une façon de diffuser, de commercialiser, parce qu'il ne suffit pas d'innover, hein. Il faut que ça se traduise en espèces sonnantes et trébuchantes. On ne fait pas de l'innovation que pour le plaisir. Et à ce niveau-là, si on veut innover autour de la donnée, il faut être sûr que la donnée va être pérenne, dans des formats réutilisables, avec des fréquences de mise à jour suffisantes. Et ça, c'est un business, ça, c'est un métier. Et voilà. l'administration n'était absolument pas préparée pour ça. Voilà. Et c'est un peu le dilemme qu'elle rencontre aujourd'hui. Voilà, je pense que votre conclusion est absolument excellente et nous permet, mais par une logique de fond dont on se félicite, n'est-ce pas, Claude, de passer le micro à Cédric Rosemont, qui est exactement un petit peu le représentant de toute cette économie qui est vive, qui attend vraiment, qui avance, hein, mais qui a un potentiel de développement qui ne pourrait être que bénéfique à notre économie. Mais comment faire? Qu'est-ce qui se passe dans les régions? Qu'est-ce qui se passe dans les pôles de compétitivité? Je vous laisse la parole. Alors, merci de m'avoir convié. Juste pour préciser, aujourd'hui, moi, je suis directeur de l'innovation dans une entreprise de services numériques. Ce qui veut dire c'est-à-dire que vous accompagnez des entreprises pour les aider à innover dans le numérique? Exactement. Et en fait, bon, on peut faire un constat assez simple aujourd'hui. Je pense qu'il y a 80% des innovations, même dans les grands comptes, qui n'étaient pas du tout tournées vers le numérique. Et justement, ça soutient les discours qu'on vient d'entendre un peu plus tôt, qui se positionnent aujourd'hui. Donc 80% de leurs moyens d'innovation sont orientés vers l'économie numérique. Comment aujourd'hui elles vont pouvoir utiliser la donnée, comment elles vont pouvoir en générer beaucoup plus, donc comment elles vont pouvoir créer aussi des objets connectés. Nos clients, qui sont aujourd'hui devenus d'ailleurs nos partenaires, hein, parce que entreprise de services numériques, c'est l'ancien terme d'entreprise de services numériques, c'était société de services en informatique et en ingénierie. Oui. Aujourd'hui, le nom a été changé par le Syntec numérique, qui a proposé, Donc Guy Mamomani a proposé... Oui, je te rappelais, j'ai oublié de le dire en introduction, vous êtes membre de la commission Big Data du Syntec numérique. Oui, tout à fait. Bon, on en reparlera effectivement, oui, parce que je pense que c'est structurant pour justement le comment on crée une équipe aujourd'hui pour traiter de la donnée et justement accompagner l'ensemble de cet écosystème, dont nos clients qui, je le disais, sont devenus nos partenaires. Et c'est important parce que nous ne les adressons plus seulement en leur proposant des compétences en informatique ou en ingénierie, mais nous les adressons également en leur proposant réellement d'être partenaires, d'avoir un co-investissement et de le faire dans un contexte d'écosystème partagé. Créer un petit peu un réseau intelligent entre les startups, les incubateurs, les laboratoires de recherche, et puis nous, acteurs du service numérique, au centre avec nos clients et leurs thématiques métiers. Alors, juste une question. Vous êtes en région, vous avez des PME, une multitude, l'industrie locale. Pour faire un exemple absolument au hasard, dans la filière du bois, supposons qu'il y ait une PME qui fabrique des armoires. Pour elle va se trouver bloquée entre Ikea, entre Conforama, But, avec des modèles économiques contre lesquels elle ne peut rien. Pourtant, elle est là. Pourtant, elle sait faire des choses que d'autres ne savent pas faire. Est-ce que, sans chagriner Maître Bismuth, on peut imaginer que même pour cette économie-là, le digital puisse transformer, renouveler, lui donner une deuxième vie, c'est-à-dire devenir un objet intelligent? Alors c'est même une nécessité, oui. Je pense que, alors on s'éloigne un petit peu de simplement la donnée. On va parler de l'innovation digitale, oui, mais oui. Là, ce dont on parle et la question vers laquelle vous nous dirigez, presque nous ramène 10 années en arrière sur ce qui était nommé avant le digital, et c'est-à-dire en fait l'accès au web et à l'internet pour ces entreprises. Et je pense, et là je pense aussi soutenir le discours de M. Juillet, je pense que là on a un vrai problème parce que les multinationales qui sont les multinationales de l'informatique sont toutes américaines, et aujourd'hui elles viennent truster ce marché local aussi. Absolument. Donc là, on a effectivement un on a vrai sujet de les accompagner aussi en France sur des plateformes françaises et de soutenir un petit peu cette souveraineté numérique.
Maintenant, moi, je ne pars pas de ce principe-là dans mon service, puisque je dirige aussi l'innovation chez Consorente. Consorente, c'est une entreprise de 2000 personnes et aujourd'hui, on travaille beaucoup avec des acteurs grands comptes, des acteurs de taille intermédiaire, des entreprises de taille intermédiaire. Et on ne peut pas avoir simplement un principe de précaution et de suite renvoyer aux lois d'informatique et liberté ou aux problématiques d'hébergement de données de santé, etc., dès qu'on a un sujet. Aujourd'hui, on dispose d'énormément de données, nos clients disposent d'énormément de données. On peut les croiser avec des données qui sont disponibles sur un système d'information étendu, qui n'est ni plus ni moins que l'Internet, via les réseaux sociaux, etc. Et aujourd'hui, on se doit de mettre en place des équipes capables de détecter des opportunités. En fait, quand on parle d'innovation, on parle vraiment d'estimer des hypothèses, des opportunités. Et si on part directement d'un principe de précaution et qu'on se met directement dans des codes pénal et autres, des codes d'informatique et liberté, on va se retrouver forcément uniquement avec des barrières à l'entrée. Donc le sujet important, c'est bien entendu de traiter les datasets, les jeux de données qui sont à notre disposition, de manière complètement ouverte. Et en se disant, bien entendu, on va créer peut-être un outil de monitoring qui va permettre d'observer la prise de médicaments d'une personne quand elle est chez elle, etc. Mais cet outil-là va apporter un service beaucoup plus fort, va certainement apporter un retour sur investissement pour les payeurs, les financeurs aujourd'hui de la santé. C'est ça l'open innovation ? Ça, c'est typiquement l'innovation. C'est-à-dire que si on part d'un principe de précaution, on innove beaucoup moins. Donc, dans les premières étapes de l'innovation, celles qui sont juste après l'idéation, l'idéation, c'est toutes les idées qu'on pourrait avoir dans un contexte donné. Et la data nous permet, via les nouveaux profils et les nouvelles technologies, d'avoir un maximum d'idées autour de ces données. La data, aujourd'hui, autant il y a encore 10 ans, on n'avait pas forcément les technologies pour les exploiter en temps réel, pour les exploiter lorsqu'elles étaient très complexes et non structurées. Lorsque je vous parle aujourd'hui, il y a des enregistreurs qui peuvent traduire directement ça en texte. Ce texte-là peut être analysé, on peut déterminer un sentiment sur ce que je suis en train de vous dire, on peut déterminer exactement le contexte. Et donc, toute cette donnée-là, cette information-là, une fois informatisée, devient un atout, un enjeu. Peut-être demain sera-t-elle commercialisée, peut-être que, hélas, il y a déjà un article qui est écrit en ligne sur la base de ce que je suis en train de dire et de manière automatique. C'est ça en fait l'enjeu aujourd'hui, c'est vraiment d'automatiser, de donner une valeur très forte à cette donnée. Et pour ce faire, pour répondre donc à la question initiale, il faut mettre en place des technologies, une informatique un petit peu plus poussée que celle qu'on connaissait uniquement pour faire des applications telles que celles qu'on a aujourd'hui sur nos PC. Et puis pour moi, c'est l'avènement des scientifiques. On le disait tout à l'heure avec les mathématiciens, mais en gros, aujourd'hui, le Graal pour les entreprises de services numériques, mais également pour toutes les entreprises, je disais 80% des innovations, me semble-t-il, sont drivées par le digital, mais aujourd'hui, le vrai Graal pour les entreprises, même quand on parle d'entreprises agroalimentaires, lorsqu'on parle d'entreprises industrielles, c'est les scientifiques de la donnée qui vont leur permettre de justement changer aussi leur business model, de justement aussi avoir des retours sur investissement. Un constructeur automobile, par exemple, avec lequel on travaille aujourd'hui, qui recrute énormément de data scientists, de data analystes et autres profils autour de la donnée, souhaite pouvoir maîtriser, puisqu'il connecte actuellement ses véhicules, pouvoir maîtriser des parcours urbains, pouvoir maîtriser également des diagnostics très rapides sur les véhicules. Donc comment aujourd'hui traiter ces données qui sont envoyées depuis vos véhicules? Alors oui, il y a de la géolocalisation très certainement, il y a surtout de l'information sur le fait que vous démarriez votre véhicule le matin, qu'il soit avec un usage plutôt normal en termes de conduite, etc. Mais derrière, il y a un service tellement fort qui vous est apporté que indirectement, vous l'achèterez. Vous signerez le disclaimer, vous signerez les choses et vous l'achèterez. Donc, des réactions là. Oui, j'imagine. Je suis là un petit peu provocateur pour apporter justement ce principe d'innovation plus que de précaution. Après, bien entendu, se posent réellement les conditions légales, se posent réellement aussi les freins, les barrières, les barrières par rapport au marché de substitution. Mais je pense que si on regarde les multinationales dont je parlais tout à l'heure, américaines, et si on veut ramener de l'économie numérique forte dans notre pays, oui, il va falloir un petit peu aussi se dire... est-ce que réellement on ne bride pas trop? Oui. Je prends par exemple l'exemple d'un iPhone. Aujourd'hui, quand vous avez un iPhone, vous avez un kit de santé qui est fourni par Apple. Tout ça va sur le cloud d'Apple. Si vous autorisez ce kit de santé à utiliser vos données, celles qui viennent de vos objets connectés par exemple, vous leur donnez toutes les informations sur votre rythme cardiaque en temps réel, votre poids, etc., etc. Et vous le faites parce que vous avez un kit qui vous permet de rassembler tout ça. Demain, vous aurez un kit qui vous permettra également de savoir quel médicament vous avez pris, etc., etc. Et pourtant,
Il me semble-t-il, même si vous avez pu voir qu'il y a des amendes demandées par Bercy, etc. auprès d'Apple, peut-être pas sur ce contexte-là, mais ce sujet-là est en vigueur depuis maintenant, ce framework-là est en vigueur depuis maintenant 1 an, et personne ne le contredit, beaucoup l'utilisent, et je l'utilise personnellement. Oui, voilà, bon, on va pas vous taquiner plus. C'est pas... C'est peut-être d'être esclave. Hein. C'est le cas. Non, mais je dis, c'est l'exemple même de l'acceptation de la servitude. Il n'y a pas meilleure démonstration qui vient d'être faite, à mon avis. J'étais en train de regarder parce que j'ai aussi saisi, parce que j'ai trouvé que c'était tout à fait intéressant, un autre logiciel qui s'appelle Foodvisor. Alors, Foodvisor, vous prenez en photo vos aliments, d'accord ? Et puis, vous savez exactement ce que vous devez manger, etc. Sauf que toutes les données partent, bien évidemment, et qu'ensuite, on pourra vous dire « Ah, mais attendez, on ne va pas vous assurer parce que vous mangez trop de sucre, ou on ne va pas vous assurer parce que, etc. » Et puis, tout le problème des assurances derrière, avec les puits de données, etc., bien évidemment, peuvent en faire des arguments. Vous risquez d'avoir le diabète, etc. Regardez un très très bon film, regardez 2 films que je vous conseille vivement. Un film de Ridley Scott qui est de 1983 qui s'appelle Blade Runner, et regardez un autre film qui s'appelle Minority Report qui est en train de jouer pour nous, c'est-à-dire c'est sur le crime d'intention. Voilà, donc on est exactement dans ces cas-là. Voilà, mais je ne veux pas intervenir. Là, vous voyez à quel point la géométrie nous impose des choses, mais dans l'esprit, c'est une table ronde. Donc mais c'est exprès pour vous, hein, Cédric, que j'ai donné d'abord la parole à Alain Juillet. Je pense que dans l'autre sens, le débat aurait été tout aussi ouvert. Donc, c'est aussi parce qu'il faut penser cette innovation sans fantasmer, sans angélisme, et avec ceux aussi, avec les autres spécialistes, les autres parties prenantes, comme on dit beaucoup aujourd'hui. Donc, on va peut-être laisser prendre le temps après du débat et du débat entre vous, et demander à Denis de voir un petit peu, étant donné le contexte de ce salon B2B, comment une entreprise, une collectivité locale, une administration, une ville, une région peuvent intelligemment, sans perdre trop d'argent et en sachant où elles veulent aller, développer une démarche, une stratégie de data. Merci Jacqueline. Donc effectivement, j'ai créé un cabinet qui s'appelle Memorandum, cabinet en conseil data stratégie, fait avec Romain Join. On s'est rencontrés au master Big Data Télécom Paris-Tech il y a 3 ans. Et on part d'un point de départ qui est que beaucoup de projets Big Data aujourd'hui sur le marché se focalisent sur la ressource. La ressource technique, je vais faire un data lake, je vais faire des clusters, ressources humaines, je vais acheter des data scientists, et font le pari que les idées viendront de la donnée, les idées viendront de la techno, et que voilà, d'abord je fais l'infrastructure et après je verrai ce que je fais avec. C'est un pari qui est risqué et parfois déceptif. Du coup, l'angle de vue qu'on prend, c'est de partir de la question, et c'est pas si simple que ça. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui beaucoup de ressources qui permettent de trouver des réponses dans les données, parce que j'ai plein de packages d'algorithmiques qui sont déjà codés, j'ai plein d'informatiques qui le font très puissantes, mais j'ai encore trouvé aucun algorithme qui aide à trouver la question. Voilà. Du coup, on est parti sur un parti pris, sur une proposition de valeur qui est assez simple, qui dit on va commencer par la question, c'est-à-dire qu'avant d'investir quoi que ce soit, la question c'est qu'est-ce que vous voulez faire avec vos données, et c'est pas simple. Et la première formulation que vous avez trouvée de la question de ce que vous voulez faire avec ne sera pas la bonne, et c'est pas grave, hein, on va itérer. La deuxième option prise, c'est de raccourcir la chaîne de traitement entre celui qui parle au métier et celui qui parle à la donnée. D'une part parce qu'il y a moins de parties en ligne. Ensuite, parce que c'est important que le métier comprenne ce que fait le data scientist. C'est une montée en compétence, une maturité qui vient. C'est surtout essentiel pour le data scientist parce qu'aujourd'hui, il n'est pas tellement là pour coder un algorithme, ça c'est déjà fait. Donc la valeur, elle n'est pas là. Hein, la valeur, elle est à savoir que l'algorithme existe, comment on s'en sert, machin, tout ça, très bien. Elle est surtout à comment je l'alimente. C'est-à-dire comment j'ai compris, j'ai intégré le métier, ce qu'il veut faire, comment ça marche, dans quel contexte il travaille. Et donc comment je vais préparer les données. Enfin, tout le travail se fait en amont. Comment je prépare mes données pour alimenter l'algorithme de manière à ce qu'il détecte ce que j'aurais envie qu'il détecte, quoi. Et donc la valeur est beaucoup en amont à comprendre le métier et en aval à restituer une information qui ne soit pas une courbe de ROC ou un AUC qui ne veut pas dire grand-chose pour le métier, mais à une restitution qui a un sens métier. Donc ça, c'est le deuxième point de vue.
Le troisième approche importante pour nous, c'est de dire que d'abord, la valeur ne vient pas avec le nombre des octets. Il n'y a pas besoin d'énormément de données pour commencer à générer de la valeur. La valeur est plus dans le nombre de colonnes, c'est-à-dire dans le nombre de contextes différents que vous allez croiser, que dans le nombre de lignes. D'accord ? Ensuite, c'est pour beaucoup un projet d'entreprise. C'est-à-dire qu'avant d'être un projet informatique, avant de faire des data lakes et de mettre en place de la ressource, la data, c'est juste l'occasion de se rendre compte à quel point on est tous interdépendants les uns des autres dans l'entreprise. Moi au RH, ou au commercial, au réseau, ou à la compta, tout ce que je fais a une influence sur les autres. Aujourd'hui, ce qui se passe dans l'entreprise, c'est que les données se croisent au sommet, en comité de direction, où les tableaux de synthèse se croisent les uns les autres. C'est intéressant. Alors justement, Denis, est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'on est actuellement dans un point d'inflexion où le discours qu'on a entendu depuis plusieurs années était porté par les offreurs de technologie, par les offreurs de stockage, et qu'aujourd'hui, il y a un autre discours, et on comprend, c'est bien naturel, c'est comme ça que l'histoire s'écrit. Il fallait, vu la montée, la puissance, le développement, on ne va pas parler toujours des 3V, 4 ou 5V, qu'est-ce qu'on va en faire et comment on va gagner de l'argent? Parce que si on continue à les stocker, on ne pourra plus. Il faut bien trouver des moyens, des astuces, des besoins, créer des besoins comme on en a toujours fait, pour qu'on puisse les vendre, pour qu'on vienne nous les acheter. Et aujourd'hui, on a ce discours qui reste forcément actuel et fort, mais on entend une autre musique, celle des utilisateurs qui s'emparent de ces logiques et des chercheurs et des enseignants qui s'emparent de cette logique en disant à nous maintenant d'élever notre niveau pour dire ce que l'on veut faire et où on veut aller. Ok. Alors, effectivement, les 3V dont on a parlé tout à l'heure, c'est souvent perçu comme étant un plancher de légitimité. Il me faut du volume, un teraoctet de données, de la vitesse, j'ai besoin de prendre des décisions en temps réel et puis de la variété, par exemple des images. Et si je n'ai pas ça, je ne suis pas illégitime au big data. Probablement que c'est vrai en point de vue d'infrastructure. Peut-être qu'avant d'investir dans l'infrastructure, il vous faut effectivement du volume, de la variété, de la valeur. Si ce qui vous intéresse, c'est tirer de l'information nouvelle de vos données, c'est croiser pour tirer une information nouvelle, il n'y a pas de plancher. Hein, c'est-à-dire que vous pouvez aller voir les MOOC en ligne d'algorithmique, de machine learning. Les exemples qui sont donnés pour apprendre, ils font 1000 lignes et 50 colonnes. Et avec ça, on commence à prendre des belles décisions, à faire des beaux modèles de décision. Donc, voilà, si vous voulez, le principal risque dans une démarche data, c'est de penser qu'on n'est pas légitime, parce qu'on n'est pas Amazon, on n'est pas Facebook, on n'a pas un terrain de données, donc ça ne nous concerne pas. Toute entreprise a tous les éléments de contexte qui sont cloisonnés chez elle, entre, encore une fois, RH, compta, finance, commerce, et réseau et autres, qu'elle a intérêt à remettre ensemble dans une démarche que j'aimais bien dans ce que signalait Denis Berthoud tout à l'heure, qui disait quand une ville ouvre ses données, le premier utilisateur, c'est la ville elle-même, eh bien, une entreprise peut faire de l'open data et mettre ses données sur le marché en libre service. Elle peut aussi faire de l'open data interne et commencer à faire partager les informations, les données entre ses services. Alors, il y a des méthodes un peu brutales pour faire ça. C'est Amazon qui dit, vous avez 6 mois, Jeff Bezos, pour mettre toutes vos données en API et puis sinon vous sortez. On peut le faire de manière plus consensuelle et plus managériale, RH, pour expliquer quel gain j'ai à partager la donnée. Hein. Tout à l'heure, je disais, si on croise les données au niveau fin et pas au niveau agrégé, on va se rendre compte que voilà, mon activité de commercial, mon activité de RH, mon activité de compta, elle a un impact sur les autres, mais un impact très concret, quoi. Et quand j'ai fait le dialogue au niveau agrégé, j'ai perdu ça. Donc, je ne sais pas si point d'inflexion on l'a atteint. En tout cas, oui, moi j'ai une petite vision du marché, mais en tout cas, j'entends le discours qui dit je veux d'abord savoir ce que je veux faire avec ma donnée, ou alors, mieux que ça, je veux développer la culture interne de mon entreprise et j'ouvre un cours Udacity, par exemple, à toute mon entreprise. S'inscrit qui veut, il peut travailler un petit peu en heure de travail, un petit peu chez lui. Il y a des gens qui s'arrêtent en cours de route, ils ont tous tiré quelque chose. Et puis il y en a quelques-uns qui vont au bout. Et puis dans ceux qui vont au bout, il y en a qui sont motivés. Et on crée avec ça une première équipe de gens qui sont là pour croiser la donnée interne et en tirer de la valeur. Et voilà, il y a un enjeu important à internaliser cette compétence. La data science n'est pas magique. Vous pouvez la comprendre, vous pouvez la manipuler. Vous pouvez au départ confier ça à un expert qui va vous aider à mettre les mains dedans. Mais de plus en plus, vous allez accéder à des boutons. Vous ne savez pas faire un tableau croisé dynamique, mais bientôt vous aurez un bouton qui vous dira Random Forest. Vous ne savez pas ce que c'est, mais vous allez commencer à appuyer dessus.
Voilà, mais c'est bien de commencer à acquérir maintenant la culture pour intégrer cette compétence-là, pour dire comment ça marche. Et c'est pas une question de... Aujourd'hui, je pense que data scientist, c'est moins une question d'être un pur scientifique que d'être un artisan, quelqu'un qui comprend le métier, qui travaille la donnée en amont comme un sculpteur sculpte son bloc de pierre et alimente son algorithme avec, quoi. Et voilà, c'est d'abord une intelligence métier. Voilà, je suis désolé de vous couper là, mais malheureusement, on a pris un peu de retard au début, comme vous le savez, indépendamment de notre volonté. Donc, je voudrais vraiment qu'on garde, même si le temps sera un peu plus court, un espace-temps pour vos questions. Donc, on a 2 micros, donc on va jongler. Jacqueline va passer dans la salle. Donc, j'espère que vous avez des questions. On garde un gros quart d'heure pour vos questions. Alain de... C'est toujours difficile. Hein, après, la première question, ouais. Madame, alors, c'est voilà. bien, merci. Très bien. Merci, madame. Merci, doublement. Question d'actualité, que vous inspire à chacun de vous les Panama Papers, où on n'est pas dans l'open data, mais vraiment dans de la donnée qui est très largement diffusée en masse. Alors ça je donne tout de suite la parole à Alain. On avait la personne pour vous répondre, on se doutait bien que ça allait venir. Bon, alors, ben justement, moi je trouve que le Panama Papers, on est au cœur de tout ce qu'on vient de dire aujourd'hui. C'est vraiment la représentation de tout ce qu'on a dit avec les limites. C'est-à-dire d'un côté, sur le plan moral, c'est bien qu'on soit en open data et qu'on puisse avoir des informations qui montrent que certains se comportent comme des voyous. Donc de ce côté-là, c'est très bien d'avoir de l'open data dans ce problème-là. Le problème, c'est qu'on découvre déjà dans tous les pays qu'à côté de gens qui ont fait des choses qui étaient malhonnêtes, il y en a d'autres qui ont respecté la loi, mais ils sont mis dans le même sac que les autres. Donc on va les condamner moralement alors qu'ils sont innocents, ce qui est très grave. Et troisième volet, et là on revient à la souveraineté, j'espère que tous vous avez pu remarquer quand même que les Panama Papers, il n'y a pas un Américain ni un Anglais. Ouais. Et pour cause. Oui. Et pour cause. Puisque le fameux organisme qui a financé le truc a été créé par l'USN, donc par le gouvernement américain, et que les 4 sociétés qui sont sponsors et qui ont lancé l'opération, je vous les donne, c'est amusant, c'est le Carnegie Institute, Kellogg's Institute, Rockefeller et Soros, comme par hasard. Et c'est ces quatre sociétés qui ont financé toute l'étude des journalistes, en leur donnant les documents de départ dont on a carrément enlevé dès le départ une partie. Alors, c'est très intéressant pour reprendre, parce qu'il ne s'agit pas de faire l'analyse ou l'exégèse des Panama Papers, mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'au départ, c'est quelque chose de très bien, parce que ça permet de lutter contre des abus, et on ne peut être que d'accord. D'un autre côté, on mélange un peu tout, et ça a des conséquences sur les gens à titre individuel, parce que certains vont être traînés dans la boue alors qu'ils ne sont pas coupables, ce qui est quand même très grave sur le plan moral. Et d'un troisième côté, on va manipuler l'information pour attaquer certains pays et certaines cibles. En l'occurrence, on connaît très bien les cibles pour les Américains. Et on ne va pas parler des autres, évidemment. Et on attaque le offshore à Panama. Entre parenthèses, personne ne parle du offshore du Delaware, qui est le plus grand scandale mondial. Mais comme il est aux États-Unis, évidemment, c'est le secret total. Ça, on démolit le Liechtenstein, la Suisse, que vous voudrez, mais on ne parle pas du Delaware. Donc, c'est bien et bien. Donc, c'est là la manipulation de l'information dans les datas. Alors que, par contre, quand on regarde la capacité, les inventions des algorithmes et autres qui ont été faites par ceux qui ont travaillé là-dessus, parce qu'il y a des sociétés qui ont travaillé pour aider les journalistes pour traiter ces millions et ces dizaines de millions de données, c'est formidable parce que, indiscutablement, on a beaucoup progressé sur le plan de l'analyse, sur le plan de l'extraction d'informations, de l'exploitation de données, et je crois que ce côté-là, c'est un gros problème. Donc oui, si vous voulez, on est en plein dans le problème actuel. Nous sommes dans un espèce de monde, c'est le Dr Jekyll et Mr Hyde. D'un côté, vous avez les formidables avancées que permettent le data, même si on en devient esclave, comme ça a été très justement dit tout à l'heure. Mais d'un autre côté aussi, c'est aussi un système qui est terrible, parce qu'il peut détruire des individus, des sociétés ou des pays, froidement, sans aucun scrupule, en étant totalement manipulé par certains. Et là, on est dans le problème de la souveraineté.
peut-être la parole à Ahmed Bismuth. Juste, ça illustre bien, je rajouterai juste un mot, ça illustre bien, on parlait des 5 V. Le 5e V, c'est la véracité. Ça illustre bien aussi que il suffit pas d'avoir la valeur, c'est quelle véracité. Alors, c'est pas forcément faux, mais ça peut être non vrai parce que toutes les données ne sont pas dedans, parce qu'elles ont été nettoyées. C'est exactement cet exemple-là. Donc, ça illustre bien le 5e V, je vous parlais de mes 5 V, qui est la véracité. Il y a un mot qui est important, on n'est pas dans l'open data du tout. Oui, parce qu'il ne faut pas oublier que ça attention, là, on ne confond Panama Papers et Open Data. Non. Les résultats, l'exploitation des datas sont accessibles à tous. Oui, mais les données elles-mêmes, non. Les 11 millions de données, elles sont à qui? C'est ça qui est intéressant de savoir. Eh bien, elles sont à ceux qui ont payé. C'est-à-dire que demain, quand j'entends notre ministre des Finances dire « je vais accéder aux données parce que je vais enfin pouvoir faire le ménage à la maison alors qu'avant je ne pouvais pas », passons un voile. Évidemment, il va falloir qu'il les négocie auprès des propriétaires des données. On oublie absolument les enjeux financiers et les enjeux de souveraineté sur la data. Encore une fois, ce que vous voyez tous, c'est la partie émergée. Le résultat, la façon dont ça a été calculé, mais vous ne voyez ni les datas, ni les algorithmes.